Moi, je vous dis, je n'ai jamais été parmi les 5 premiers. Wow. Quand je vous dis, je fais dire la vérité. Hein. Wow. Moi, j'étais la moyenne. Je n'étais pas parmi les premiers de la classe ou même les 5 premiers. Ne me comptez pas. Mais je suis parmi les premiers en perspicacité, en résilience, en courage. Et c'est ce que je disais à mes amis. Je vous étudier, mais moi, je serais le premier à être embauché. J'étais le premier à être embauché. Donc, quand j'étais venu ici pour travailler en Belgique, je disais à mes amis, on m'avait dit que je n'ai pas de travail, je vais travailler. Les jours qu'on m'avait retenu comme ingénieur en Belgique, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit à mes amis, c'est ça que je vous avais dit. J'avais rencontré des amis qui étaient en Belgique, qui se moquaient de moi. Écoute, avec ton diplôme du Congo, tu vas t'attaquer beaucoup à l'université. Non, je dis, mais écoute, j'ai 2 diplômes d'ingénieur du Congo, j'ai 2 diplômes des universités ici et les spécialisations. J'ai fait les États-Unis dans les grands laboratoires parce que je travaille avec l'armée américaine, le Samoïde, c'est pas rien. Je vais maintenant tenter. Mes premiers mois, j'ai dormi à la Belle Étoile et que les gens ne connaissaient pas. Dans les parcs. Et le matin, tu es au travail. Et le matin, je suis au travail, les gens. Mais j'avais mon sourire. Ouais, c'était vraiment difficile. Des fois, j'ai 100 €, je vais négocier dans un hôtel trop sale comme ça à la réception pour me reposer. C'était pas facile. Pour commencer, en fait, une question très simple. Qui est Dada Stone aujourd'hui? Ou qui il est simplement? C'est l'exercice le plus difficile. C'est l'exercice le plus difficile de ma vie. Yes. Dada Stone, je suis d'origine congolaise, de la RDC. Mais j'ai de la famille au Congo-Brazzaville aussi. D'accord. Récemment, j'ai dit je suis du Royaume Congo avec un Kraka qui regroupe la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, pourquoi pas le Cameroun. C'est vrai. Donc je suis et l'Angola aussi. Donc je suis du Royaume Congo. Yes. Et puis je suis ingénieur-chercheur en génie biologique et médical. Voilà, je m'arrête là. Wow. Et CEO de la Fondation Association Ipoma. Ambassadeur pour le pacte pour le climat à la Commission européenne, ambassadeur de paix, et entrepreneur aussi. Voilà. Là, tu nous as fait le résumé le plus court, je pense, possible. Mais on veut que tu ailles un peu plus loin, parce que c'est important quand même de souligner de mettre les points sur les i, ou de mettre parfois sur vos actions des mots pour encourager, mais aussi pour inspirer. Parce que dans ce podcast aussi, c'est vrai que c'est principalement dirigé vers les jeunes pour montrer à quel point la formation est très importante, pour montrer à quel point l'humilité dans la vie également est important. Et moi, ma question serait directement de te dire, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, Dada Stone? Que ce soit dans le travail, ou même dans la famille, ou même de manière générale pour votre pays. Ouais, pour retenir de moi, je dirais, étant humain d'abord, l'humanisme m'oblige à dire que je suis quelqu'un j'ai l'assertivité. Donc j'écoute les gens, je n'aime pas diminuer les autres. J'ai développé cette assertivité en moi. Voilà, donner mon avis sans pouvoir écraser les autres. Je suis quelqu'un qui aime les gens, même si j'ai été déçu à plusieurs fois dans ma vie. Et voilà. Étant père, je suis quelqu'un qui aime l'amour, qui aime les enfants, qui aime les autres, un croyant. Et voilà. Professionnellement, je suis quelqu'un de très dynamique parce que dans ma vie, j'ai été président du syndicat dans le domaine de la recherche scientifique dans mon laboratoire. Je pense que je vous le dirai après. J'ai été président du syndicat d'un grand laboratoire d'analyse de biologie médicale. Déjà à 29-30 ans, j'ai été le président de la délégation du syndicat. De tous les chercheurs, c'était pas facile. On m'avait élu parce que j'avais des qualités, parce que j'écoutais les autres. Comme j'ai dit, j'ai développé l'assertivité, j'ai développé le sens de l'écoute, l'amour des autres. J'essaie de défendre les autres, un peu cet esprit de militantisme qui est en moi. Et puis voilà. Et personnellement aussi, j'aime le travail, j'aime le bosseur. Et puis je me donne à ce que je fais. J'ai la perspicacité, je suis discipliné dans mon travail. Et voilà, Ok, ça marche. Quand on avait discuté un peu en off, tu me disais que tu as fait l'ISTA à Kinshasa. Ça se passait comment à tes 20 ans, l'ISTA?
Ça, d'abord, pour parler de mon parcours, parce qu'il faut parler de mon parcours, mon bac, j'ai un bac en électricité industrielle. J'avais d'abord, parce que c'était très turbulent, moi, j'ai fait l'Institut technique industriel de la Gombe, parce que moi je suis enfant, comme on dit, souvent dans le centre-ville. Donc j'ai habité la commune de Kinshasa, Gombe, voilà, c'est un peu le centre-ville. Donc voilà, et j'ai étudié à l'ITI Gombe. J'ai commencé par la mécanique machine-outil, parce que j'aimais un peu la mécanique, je voulais... je suis un peu quelqu'un d'imaginatif, hein, un peu créatif en fait. J'ai fait la mécanique machine-outil, je voulais créer, plutôt fabriquer de pièces, voilà. Et après, étant turbulent, j'ai été renvoyé. Parce que je m'étais battu à l'école, on m'a renvoyé, je suis parti faire l'électricité industrielle. J'ai fait l'électricité industrielle, j'ai un diplôme d'électricité industrielle. Après avoir obtenu le diplôme d'électricité industrielle, ma mère... elle était, parce qu'elle est décédée, elle était d'abord infirmière, elle travaillait au ministère de la Santé. Après, elle a continué ses études pour être épidémiologiste. J'avais cette appétence-là de travailler dans le domaine de la santé. Et à l'ISTA, il y avait une section, ou un département, une faculté, qu'on appelait la maintenance du matériel médical. C'était la première section en RDC. C'était financé par la coopération française. La section devait être à l'ISTA parce qu'il y avait des cours techniques et puis à l'UNIKIN, donc l'université, l'ISTEM aussi, il y a des cours à caractère médical. Donc on devait nous former comme des ingénieurs biomédicaux. Dans une partie, on a la partie médicale, où on a les notions de santé publique et tout ça, et une partie aussi technique. Surtout des cobayes de la première section, on a commencé. Le matin, on était à l'UNIKI, à l'université de Kinshasa, où nous avons eu des cours, par exemple, microbiologie, biologie, virologie, santé publique et tout ça, kinésithérapie même. Et puis après à 13h, on va encore à l'ISTA jusqu'au soir pour avoir les cours comme mathématiques, électronique. C'était vraiment très difficile pour nous. Lorsqu'on avait commencé la section, on était à plus de 500, mais on a fini à 150 ou 130. C'était un trajet, et puis voilà. C'était un budget, et puis c'était fort. Parce que c'était une nouvelle section, alors on voulait tirer les bons. Souvent, les nouvelles sections, c'est un peu chargé. Chargé, c'était speed, c'était voilà. Et puis voilà. La plupart des gens, nous étions des techniciens, où nous étions des gens qui avaient fait l'électricité, la mécanique, et la biologie. C'est un peu difficile pour nous. Moi, déjà, j'étais déjà rodé parce que ma mère était dans ce domaine, et puis ma mère aussi était entrepreneur dans le domaine médical. On avait les polycliniques, les centres médicaux, et tout ça. De temps en temps, quand il y avait des vacances, j'étais réceptionniste. Des fois, je faisais des techniciens de surface, je discutais avec des infirmiers. Donc j'avais déjà cet esprit-là de travailler dans le domaine médical. Après ça, alors... Donc là, pour ceux-là qui nous suivent, là on est à Kinshasa. À Kinshasa, à Kinshasa. Et en quelle année ça? C'était en 2002-2003. 2002. Donc j'avais commencé en 99. 99, on en a fait on a fini en 2002, la première promotion. Et j'ai été le premier à avoir du boulot. Donc, parce que je le disais, je le prophétisais à mes collègues qui me connaissent. Je disais, moi je serai toujours le premier à être embauché. Donc j'ai été embauché à l'INRB. C'est quoi l'INRB? L'INRB, c'est l'Institut national de recherche biomédicale, équivalent de l'Institut Pasteur. C'est le laboratoire d'analyse de biologie médicale. Donc j'étais le premier ingénieur. Il y avait des ingénieurs là-bas, mais qui n'avaient pas fait l'ingénierie biomédicale. Donc on devait m'expérimenter. J'ai été le premier ingénieur à travailler là-bas. Et c'était difficile avec les autres parce que les autres me posaient la question comment ça se passe. Même dans la section, on me posait la question et ça va. Donc voilà, j'étais un peu le cobaye de la filière. Et après ça, j'ai commencé comme ingénieur biomédical, ingénieur en maintenance. Et après, je suis rentré encore à l'ISTA pour faire ingénieur en informatique. Parce que au laboratoire,
il y a des data managers, Mhm. mais au Congo ou en Afrique, il n'y a pas beaucoup de spécialistes en bioinformatique, en biologie informatique. Je suis parti, j'ai fait l'informatique appliquée, Ok. mais je m'étais spécialisé en biologie informatique. Ok. Et c'est combien d'années plus tard que tu rentres à C'était après 2 ans. Après 2 ans, ok. J'ai senti ces besoins en moi parce qu'il y avait des données. Vous savez, en Afrique, les opérateurs des saisies Ouais. sont appelés informaticiens. Voilà. Parce que C'est vrai. dans les bureautiques, comme les bureautiques C'est chez vrai, nous, c'est vrai. aller voir un monsieur, on l'appelle informaticien, Mhm. mais c'est pas ça Il fait l'informatique, la saisie. c'est très Il complexe. fait le secrétariat, quoi. Il fait le secrétariat, les assistants, on les appelle informaticiens. Mhm. Et pourtant, l'informatique, c'est plus qu'elle a. Ouais. Et moi, je m'étais spécialisé en biologie, en bioinformatique, biologie informatique, et puis l'informatique aussi médicale. Ok. Donc voilà. Donc tout ce qui était ADN, tout ce qui était. Je travaillais dans des PCR, par exemple, là, Ok. les séquençages, Ok. dans un laboratoire de Ouais, virologie, ouais, d'immunologie. Et puis du côté informatique médicale, Mhm. il y avait des équipements biomédicaux qui nécessitaient l'apport de l'informatique. Ouais. Parce que par exemple, il y a des centrifugeuses Mhm. qui font du boulot, ou bien nous avons des réfrigérateurs, ou je vais dire centrifugeurs à réfrigérer. Il y a beaucoup d'équipements Mhm. qui font leur boulot, mais il y a des cartes, des puces Mhm. électroniques, où il y a des microcontrôleurs. Il y a pas une partie informatique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'avènement de l'intelligence artificielle, mais avant aussi, il y avait des équipements dans les centrifugeuses où on mettait les tubes, les sangs, tout ça, Ouais. mais il fallait programmer, Ouais. parce Ouais. qu'il y avait une sorte de disque dur Ok. qui retenait le nombre de tours Ouais. par rapport à l'examen et Ok. tout ça. Donc, il fallait avoir un peu les notions, les rudiments de l'informatique Ouais. pour comprendre, parce que lorsque vous ouvrez l'équipement, il n'y a pas seulement des diodes, des transistors, Ouais. il y a aussi des microcontrôleurs, Ouais. il y a des ports USB Ouais. pour Enregistrer. connecter, Ouais. enregistrer, Enregistrer connecter des informations, les clés USB ou les disques durs. Ouais. Donc, ça, ouais. Ok. j'étais maintenant un ingénieur un peu complet. Ah oui. Et voilà. Ok. Et après ça, j'ai bénéficié de plusieurs formations continues aux États-Unis, au Canada. Et justement, parlant des États-Unis, comment tu viens à coopérer, enfin, à travailler avec l'armée américaine? L'armée américaine, j'ai travaillé parce que, en fait, en 2011, il y avait la fièvre anthrax. Ok. Ouais. C'était après les attentats Du 11 septembre. 11 septembre. Aux États-Unis. Alors, l'armée américaine s'était décidée de Mhm. développer le projet sur le bioterrorisme. Ok. Alors, le Congo était parmi les pays ciblés, Mhm. parce que le Congo, on est riche en cobalt, en manganèse, on est aussi riche en pathologie. Ouais. Même dans le VIH-Sida, vous verrez que c'est le Congo Mhm. est toujours là. Ebola, il y a le Congo, donc plusieurs pathologies, il y a le Congo, voilà. Mhm. Alors, il y avait ce que vous appelez un pox, monkeypox. Ouais. Il y avait le monkeypox, donc c'était à la région centrale, donc au centre du Congo, à Lodja, Dekese, Mhm. voilà, à Kolé, il y avait cette pathologie là-bas. D'accord. Alors l'armée américaine était venue maintenant parce que les personnes mal intentionnées pouvaient Mhm. utiliser ces virus ou les échantillons Pour une pour, virale, voilà, ouais. pour que ça soit dangereux. Mhm. Donc voilà, alors il fallait faire des recherches sur ça et puis chercher un vaccin. Ok. Donc, lorsque c'était venu, c'était un projet entre l'armée américaine et le Congo. Donc le laboratoire de biologie médicale était l'INRB, Mhm. c'est le laboratoire de référence. Et moi j'ai été choisi au gouvernement dans mon laboratoire et puis pour travailler maintenant avec eux. Donc j'étais entre l'armée américaine et le laboratoire et mon laboratoire. Mais du coup là, vous allez quand même sur le terrain, au Congo central. Oui, on allait sur le terrain, mais maintenant moi j'étais manager de projet, hein, Ok. parce que j'avais recruté beaucoup de médecins. Mhm. Donc j'avais la double casquette, Ok. j'étais ingénieur à l'INRB, et puis à ce moment-là j'étais devenu président de la délégation syndicale, j'ai été voté. Ah. Donc voilà, la responsabilité, Ouais. et puis j'étais manager de projet encore. Donc voilà, j'ai recruté beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont des chercheurs. Ok. Je les ai aidés à s'épanouir, à être embauchés à l'INRB. Donc j'avais fait un peu la sélection à ce moment-là. Trop jeune, mais voilà, j'avais la responsabilité. Mais moi je me dis, parce que si vous allez sur le terrain, c'est pas dangereux pour vous, comment... Mais on est formé, on a formé, étudié. ouais. On a étudié. Donc on a fait les cours
biosécurité. Ok. Et puis voilà, on est formé. Ok. Donc on avait des formations continues par rapport à ça. Mm. Parce que dans la recherche, il y a beaucoup de corps de métiers autour de la recherche. Hein. Mm. Il y a des logisticiens. Mm. Voilà, les logisticiens qui font un peu tout ce qui est logistique, les informations entrant-sortant, les échantillons. Il faut conserver les échantillons dans les canistères, on appelle les bidons l'azote liquide, parce que les échantillons doivent partir aux États-Unis. Ouais. Il y a une partie qui doit rester, et puis aux États-Unis aussi pour faire une étude comparative, c'est la recherche. Hein. Il faut faire une étude comparative par rapport à ça. Il y a des médecins qui font la médecine générale, la consultation de patients qu'on a là-bas. Il y a aussi des biologistes et des médecins qui sont spécialisés en maladies infectieuses et tropicales, qui font la recherche au laboratoire, pipetter, faire la recherche sur les échantillons et tout ça. Et puis, il y a aussi d'autres seniors, comme le professeur Mouyembe, qui attendent des résultats pour faire des publications. Il y a beaucoup de corps de métiers. Il y a aussi des chauffeurs. Il y a même des motards qui nous aident à aller au terrain. Donc, tout le monde est utile dans... C'est vraiment une équipe transversale. Ok. Et du coup, comment ça se passe, ta collaboration avec le ministère de la Recherche et des Scientifiques au RDC? Au ministère de la Recherche scientifique, j'ai été conseillé. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'études. Par exemple, à l'INRB, quand je fais ça, il y avait des formations continues au centre nucléaire de Kinshasa. À Kinshasa. Et comme je suis un curieux, je voulais faire des études aussi sur la radiobiologie. D'accord. Parce que je me disais, on fait les examens à l'imagerie, on injecte un produit que je ne connaissais pas, et puis voilà. Ça signifiait quoi pour moi? Il fallait étudier la médecine nucléaire. Je me disais, il y avait la problématique des enfants qui travaillaient dans des mines, qui avaient des tumeurs, des cancers. Ouais, c'est un peu l'ingénierie et la médecine. Je voulais comprendre ça. Et à un moment, on avait organisé la formation, le premier cours d'électronique nucléaire en RDC. C'était organisé par l'Agence de l'énergie atomique, où on avait choisi les ingénieurs. Et moi, j'ai été choisi parmi ces ingénieurs-là. Je suis parti, j'ai fait les cours d'électronique nucléaire. En faisant les cours d'électronique nucléaire, j'avais maintenant l'appétence de faire des études, des recherches sur la radioécologie et la radiobiologie, comme je vous ai dit, de la médecine nucléaire, et puis faire des recherches sur l'impact des rayonnements ionisants dans la nature. Par exemple, les antennes, tout ce qui émet les rayonnements ionisants. Voilà, je voulais faire ça. Parce qu'il y avait des impacts sur la santé publique. Des fois, nous avons des tumeurs que nous ne connaissons pas. Des fois, nous allons à l'hôpital, nous faire examiner, faire des examens radiologiques de l'imagerie. Dans l'imagerie, il y a des ondes qui sont émises, et puis il y a la réception et l'émission. Donc, lorsqu'on a, c'est comme ça, les gens qui sont à l'extérieur, si la salle n'est pas blindée, donc il y a des fuites, des rayonnements. Et vous qui êtes innocent, vous étiez venu par exemple vous faire examiner, consulter, ou bien rendre visite à un proche à vous. Même accompagner un malade. Voilà. C'est pour cela. Après, au ministère maintenant de la Santé, j'ai été inspecteur, parce que j'ai fait cette formation, j'ai été inspecteur. Maintenant, on faisait l'inspection de tous les hôpitaux en RDC pour voir l'état des services d'imagerie. Je ne cite pas les noms. Par exemple, il y a un hôpital qui est connu en RDC qui émettait des rayonnements sans les savoir. Parce que la salle n'était pas blindée, n'était pas bien plombée, et les équipements dérivaient. Vous voyez? Donc, généralement, en Afrique, on nous octroie les dons de matériel, et des fois, ces matériels-là dérivent. Mais la formation, est-ce que derrière, là, c'est aussi accompagné Après, bon, en RDC, ça n'existait pas. J'étais parti pour la première fois en Belgique. J'étais parti en Belgique au centre nucléaire de Mol. J'avais fait cette spécialité plutôt. C'est enflammé en anglais. Je l'ai débrouillé, je l'ai fait en radioécologie. Parce que je suis revenu maintenant, le ministère de la Recherche scientifique m'a pris comme expert. Donc c'est moi qui ai monté le premier projet de radioécologie. Pourquoi j'avais mis sur pied ces laboratoires avec des institutions. Il y avait l'OCC, l'Office congolais de contrôle,
pour les contrôles, parce que c'est eux qui avaient le monopole de faire les contrôles. Ils contrôlaient les camions qui venaient de Kasumbalesa, Zambie, Lubumbashi, et puis contrôler la marchandise pour voir... parce que cette formation, on montait des compteurs de guerre Miller pour les rayonnements ionisants, tout ça. Et puis il y avait la partie santé publique où je travaillais aussi avec le centre nucléaire de Kinshasa, CGA, qui était à Lubumbashi, pour maintenant faire des prélèvements, voir dans le sang, comme de la radiobiologie, pour voir les décrets d'exposition des patients. Et il y avait aussi l'INRB et puis d'autres structures de santé publique pour faire maintenant des recherches cliniques ou des études cliniques par rapport aux patients. Ça n'existait pas avant. C'était un projet que j'avais monté. Malheureusement, j'ai été un peu escroqué, je vais dire, parce que c'était un projet qui a été financé après, mais je n'ai eu aucun rang, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais j'en suis fier. Au moins, il y a une continuité. Après ça, j'ai été au cabinet du ministre. Donc, je travaillais, c'était un peu la politique, j'étais un peu rentré, et puis à partir de là, je faisais beaucoup de voyages, des formations continues. Après, je suis parti à Norvège, à NBAU, c'est l'université de Ås, c'est spécialisé en radioécologie, où j'avais fait mon master là-bas, en radioécologie, radiobiologie. J'étais rentré, quand je suis rentré à l'INRB, je ne voyais plus ma place à l'INRB en fait. Je m'ennuyais un peu. C'est ça les problèmes, je m'ennuyais. Dans le projet, je me disais c'est un peu la routine parce que je ne pouvais pas avancer en fait. J'avais demandé une mise en disponibilité pour raison d'études. Je suis rentré, je suis rentré maintenant en Belgique. En arrivant en Belgique, c'est une très belle histoire encore si vous me permettez. Non, allez-y. Je suis arrivé en Belgique avec un visa d'une année. Je me disais mais je dois maintenant travailler en Europe en fait. Parce que j'ai fait des formations. Et j'avais rencontré des amis qui étaient en Belgique, qui se moquaient de moi. Écoute, avec ton diplôme du Congo, tu n'as pas fait beaucoup d'université. Non, dis, mais écoute, j'ai 2 diplômes d'ingénieur du Congo, j'ai 2 diplômes des universités ici, et les spécialisations. J'ai fait les États-Unis dans les grands laboratoires, parce que je travaille avec l'armée américaine, le Samoïd, c'est pas rien. Je vais maintenant tenter. Alors le matin, je m'étais réveillé, j'ai ouvert l'ordinateur sur Google, j'ai tapé la liste des hôpitaux cliniques de la Belgique. Il y en avait plus de 400, 500. Il y en avait privés, publics. Et j'ai commencé, maintenant j'avais acheté mon pack de coca et le pain. J'avais pas beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, c'était l'aventure en fait. Vous aviez tout, des véhicules, maison, tout, vous avez la famille pour venir. Moi je me disais, ça va aller. Je suis venu. Et j'ai tapé, j'ai essayé. L'influence aussi, les contacts. L'influence aussi. Et puis, des fois, ma famille s'est moquée de moi. Les gens qui connaissaient mon histoire, moi, je ne voulais pas trop sortir parce qu'il y avait de la famille en Europe. J'ai voulu souffrir pour devenir un peu un grand. Voilà. Donc, j'ai tenté l'aventure. Et parmi ces hôpitaux, il y avait 2 qui m'avaient répondu positivement. Du coup, vous avez appelé combien d'hôpitaux? C'était beaucoup, je sais plus de 4. Je vous dis que c'était... Voilà. Il faut être perspicace pour faire ça en tout cas. Parce que j'avais un visa d'une année, à plusieurs entrées. Je n'avais pas de papiers en Belgique. Je venais d'arriver en Belgique, hormis que j'avais fait les études et tout ça. En dépit de tout ça, de mes compétences, maintenant je n'habitais pas en Belgique parce que je venais en mission, je venais pour travailler, j'avais des frais de mission. Mais à un moment, je me suis dit, bon, je vais travailler en Belgique. Vous voyez, c'est une aventure que je voulais faire. Quand je suis venu, donc j'ai fait ça. Et on m'a appelé à l'hôpital de la clinique de l'Europe. Et l'Europe, je suis venu, c'est là où est décédé le fait président de l'UDPS, le papa du président Tshisekedi. Le papa Etienne Tshisekedi. Donc il est décédé dans notre hôpital, clinique de l'Europe. Il y a à Etterbeek, à Uccle en Belgique. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai fait il y avait beaucoup d'ingénieurs qui avaient fait la Polytechnique. Il y avait des Caucasiens, j'étais le seul noir. Et moi, je conseille aux jeunes, il faut toujours faire des petites formations. Parce que ces formations nous aident à exceller, même à l'interview ou à beaucoup de choses. Voilà. Et je m'étais retrouvé devant les ingénieurs qui avaient fait des grandes écoles. Ils n'avaient pas d'expérience comme moi. Et puis, ils n'avaient pas fait des formations. Par exemple, comme je vous dis, à part ça, j'étais formé par le gouvernement congolais en Afrique du Sud pour être technical assessor.
Ok. Donc c'est nous qui avions amené le laboratoire d'analyse de biologie médicale en RDC à être accrédité. Donc j'ai été technical assessor de l'ISO 1589 pour le laboratoire de biologie médicale, 17025 pour le laboratoire d'essai des mesures, 10012 pour la métrologie, vous voyez. Donc c'était pour l'école de la SADEC. Hein? Donc nous on avait représenté la RDC avec mon collègue qui est professeur aujourd'hui, il y avait déjà de l'Afrique du Sud et tout ça. Et à l'interview ça m'a aidé parce que on m'avait posé des questions. Qu'est-ce que vous donnerez ou qu'est-ce que vous apporterez à l'hôpital? Moi je m'étais penché, je savais que le côté technique, j'étais calé, mais il y avait... Ici, c'était un peu modernisé, en fait. Mais il y avait côté qualité, comme vous savez, pas à l'hôpital. Lorsqu'on répare, on fait la réparation des équipements biomédicaux, on doit veiller sur le contrôle des performances des équipements. Parce qu'un équipement doit toujours être fiable. Comme la fiabilité, c'est l'aptitude qu'a un équipement à répondre aux normes du constructeur. On peut réparer un équipement où on fait le dépannage, mais si ce dernier ne répond pas aux normes du constructeur, voilà. Et moi, j'avais une notion de qualité, je savais comment calibrer et tout ça, ce qui m'a même poussé après de faire un diplôme à l'école des mines de métrologie qualité. Parce que je voulais vraiment que tout soit, je suis un peu un procédurier en fait. Donc, tout ce que j'aime, j'étudie. Donc voilà. Si on revient un peu au Congo rapidement, vous m'avez dit que vous étiez l'un des premiers experts en radiotoxologie. Radioécologie. Et biologie. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup du Congo de manière générale comme l'un des pays qui a les plus de ressources au monde. Et parfois, on voit en fait dans les mines beaucoup d'enfants en fait mourir ou même souffrir simplement. Mais derrière, est-ce que dans ce que vous avez pu faire au Congo, est-ce qu'il y avait comme cet élan-là de se dire ces enfants-là qui travaillent dans les mines, est-ce qu'ils sont analysés, est-ce qu'il y a quand même un projet derrière pour leur santé? Il n'y a pas un projet, c'est même... je fais mes travaux de recherche, mes études par rapport à cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les territoires occupés par la rébellion, comme on dit. Et ce sont les enfants, les femmes, les vieillards qui sont exposés, les enfants qui travaillent dans ces mines, qui sont irradiés. Il y a des matières radioactives dans ces mines. Et voilà, les enfants sont exposés. Et puis voilà, bon, comme s'il y a, je ne vais pas entrer dans la politique, mais dans la rébellion, on ne sait pas quantifier ou faire une étude qualitative et quantitative par rapport à cette problématique. Donc j'ai fait mes études par rapport à ça. Parce que les dégâts, il y a les dégâts, parce que moi quand j'étais au cabinet déjà, je vais vous faire rire, les gens qui travaillent là-bas, ils se disaient, s'ils sont malades, ils doivent prendre le coca parce que ça fait disparaître la maladie ou les cancers, les tumeurs. Donc voilà. Ils sont exposés, ils sont irradiés. Le Congo est très riche, il y a beaucoup de minéraux, il y a certains qui sont radioactifs. Voilà. Et moi je travaille sur ça, je fais mes études, mes recherches sur ça. Et moi je trouve ça quand même, moi ça me fait de la peine ça quand je vois beaucoup de jeunes comme ça et je me dis est-ce que demain en fait on aura, je sais pas, je prie que ce soit pas le cas, mais des impacts comme au Vietnam. Bon, au Vietnam c'est encore la bombe nucléaire, c'est autre chose, où on voit les gens, les nouveau-nés avec, il manque des yeux, ou les 2 yeux sont fermés, etc. Est-ce que sur les impacts, vous avez fait une étude, peut-être une étude dessus? Je fais les études sur ça. Déjà au Ghana, on a cette problématique. Ah oui. Au Ghana, déjà 60% des eaux sont polluées. Et le Congo, parce que c'est vaste, on n'en parle pas, mais déjà on a cette problématique. Vous savez, vous cherchez des minéraux, parce que vous savez, lorsque c'est quoi l'impact direct? L'impact direct, ce sont des pathologies, c'est sur la population. Par exemple, dans l'eau, lorsqu'on on cherche des minéraux, généralement, c'est tout l'or. Des fois, on utilise de l'arsenic, tout ça pour l'or, pour laver l'or, pour que l'eau soit pure. Et puis l'eau qu'on utilise, ce sont l'eau qui coule. Vous savez, dans nos villages, les rivières dans nos rivières, lorsque l'eau coule, ce sont les enfants qui jouent, qui boivent, qui utilisent dans le quotidien cette eau-là. Et voilà, il y a des matières radioactives. Il y a par exemple, l'arsenic, c'est un poison plus dangereux, je veux dire. Donc voilà, on utilise beaucoup de produits qui
sont dangereux. Donc, voilà. Donc comme ça, est-ce que pour ceux qui habitent dans ces régions-là de mines où il y a potentiellement l'impact du coup du fait qu'ils tirent ces ressources de ces minerais-là, quel conseil tu peux leur donner? Ou même, ça c'est vraiment la population directement, mais de manière générale, quel conseil tu peux donner pour éviter l'impact négatif de ces dangers en fait reliés aux radioactivités? Bon, je pense que la population est victime de ça, la population ne connaît rien. Mais pour dire un conseil d'abord, parce que je connais comment ça marche, je travaillais sur la prévention des pathologies, et voilà, même en épidémiologie, il faut construire des équipes pluridisciplinaires ou multisectorielles. Comme lorsqu'on a les épidémies, avec tous les corps de métier, des ingénieurs, des chimistes, voilà, tous les corps de métier, même tous les ministères, pour d'abord faire la prévention. Parce qu'on regarde, on s'est dit que le RDC a beaucoup de minéraux, la richesse, on regarde la richesse, mais il y a des impacts épidémiologiques, il y a des impacts sur la santé publique qu'on néglige. Le gouvernement doit développer des projets, faire des études, même les étudiants doivent faire des études sur ces impacts-là. Parce que ça existe. Faites des études sur les Ghana, vous verrez. Les Ghana aujourd'hui ont cette problématique. Ils sont dans l'or, tout ça, mais l'eau du Ghana est très polluée. Et c'est la même chose à l'est de la RDC. Donc voilà, l'eau est polluée qu'on ne sait pas. Et comme ce sont des zones qui sont occupées par les rebelles, il y a des mutineries, il y a des... Voilà, on ne sait pas faire les prélèvements, mais je vous dis, voilà, moi quand j'étais au cabinet du ministre, on avait essayé un peu de faire le prélèvement, parce que là j'étais un peu politique scientifique aussi, donc j'avais une mainmise par rapport au projet que je montais, et on avait découvert beaucoup de choses. Il faut que le gouvernement puisse ouvrir l'œil sur ça, parce que demain, nous aurons beaucoup de malades, on aura beaucoup de pathologies qui vont se développer. Qu'on ne sait pas où. Parce que l'eau est polluée, on ne sait pas. Contrôler tout ça. Il y a du mal à contrôler. Et même dans les hôpitaux aussi, le traitement des déchets radioactifs, c'est pas encadré. La Seine-Péri est là, le Krenka est là, ils font du bon boulot, mais derrière ça, il n'y a pas une politique de gestion de déchets radioactifs, même dans les hôpitaux, dans beaucoup de structures. Même les déchets biologiques, le sang, tout ça, les placentas, il n'y a pas une politique. Dans des pays, il faut qu'il y ait vraiment une politique par rapport à ça. Il y a des incinérateurs, il y en a combien dans les hôpitaux? Des fois, vous verrez dans des dispensaires où une femme accouche, après ça, le sang, le placenta est jeté comme ça. Voilà. Moi, je connais à Kinshasa, des fois, vous promenez, même à Brazzaville, j'ai vu, dans le cours des routes, vous verrez, il y a des seringues qui sont jetées, ou peut-être qui sont incinérées le soir ou la nuit, comme ça. Donc voilà. Franchement, c'est dur d'entendre ça, en tout cas, surtout quand on voit tu nous as parlé de l'exemple du Ghana. Si on a déjà des exemples comme ça, on se dit il faudrait qu'on s'attelle un peu à pouvoir rectifier le tir tant qu'on peut. Et moi, ma dernière question sur ce point-là serait, c'est vrai que la population n'est pas sensibilisée sur la question. C'est-à-dire que déjà, s'il manque des choses primaires, comme l'eau potable, comme autre chose, c'est difficile de parler du coup impact de l'eau, tout ça. Mais si quelqu'un écoute même juste un short de ce podcast avec toi, et qui vit dans ces régions-là, parce qu'une fois j'ai eu une question de quelqu'un qui habite dans ces régions-là, pour me dire je suis à Kinshasa, comment je fais pour aller postuler par exemple à Kinshasa, enfin je suis à l'Est, comment je fais pour aller postuler à Kinshasa alors que je ne peux pas traverser à cause de bref. Donc il y a parfois des gens qui nous écoutent de très loin. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour assurer comme une prévention malgré cet environnement-là qui commence à devenir assez hostile? Le conseil, je dirais, c'est à deux volets. D'abord, les trafiquants, comme je dirais, les artisans qui travaillent dans des mines. Il faut vraiment éviter d'utiliser des produits un peu nocifs. Voilà. Par exemple, l'arsenic et beaucoup de produits toxiques pour
laver l'or comme ils le font, comme ils le disent. Puis dans les eaux qui coulent, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que l'eau que vous utilisez aujourd'hui peut être utilisée par votre femme ou par votre fils. Parce que ça circule. Un peu parce que ça circule. Donc c'est un peu dangereux, il faut éviter des choses comme ça. Et puis, il faut toujours avoir des compteurs Geiger-Müller. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des compteurs qui mesurent la radioactivité. Parce que vous entrez dans des mines, il y a des minéraux qu'on ne connaît pas encore parce que le RDC est vraiment riche. Et il y a des dans des mines, il y a des minéraux qui sont très riches, qui sont radioactifs. Il faut vraiment éviter, parce que lorsque vous descendez, vous manipulez des matériaux, comme on dit, ça peut être nocif à la santé. Et pour conseiller les politiques, il faut vraiment développer des systèmes de prévention, et puis les scientifiques développer des études sur ça. Alors généralement, nous développons des études ou des recherches, des projets sur des pathologies existantes. Mais il y a des pathologies que nous négligeons qui sont plus dangereuses que d'autres. Donc voilà, dans les universités, même les politiques, nous sommes là. Moi, je suis là. Je fais déjà de l'apostolat pour le Congo. Donc, je peux donner mon temps et mon intelligence pour le Congo. Pour ces études. Parce que je l'avais commencé et j'ai des données. Malheureusement, je suis ici. Et puis après, j'étais parti chez Didier Raoult. Donc, c'est vrai que, justement, on va parler de Didier Raoult tout à l'heure. C'est vrai que tu es là, mais en fait, j'ai vu sur ton site web. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, il faut aller sur Ipoma, c'est www.ipoma.org. Super intéressant, j'ai vu que tu avais 3 volets. Tu as le côté association, tu as le côté fondation, et tu as un autre côté. Si tu peux nous expliquer un peu comment ça marche et quelles sont les actions que tu mènes justement au quotidien, que ce soit dans la sous-région ou en RDC. En fait, comme j'ai dit, après mon diplôme de l'école de santé, l'école des mines, métallurgie qualité, j'avais fait l'université de technologie de Compiègne. Il y a un diplôme de technologie de la santé, management de technologie de santé, et un autre diplôme équipements biomédicaux, master spécialisé. Donc je l'avais fait, c'était un diplôme un peu à co-tutelle entre UTC Compiègne et l'école de santé publique. Lorsque je l'avais fait, je devais passer mon stage maintenant dans un hôpital, une clinique, tout ça. Et moi, comme j'évolue toujours dans le domaine des recherches des maladies infectieuses, j'avais choisi un laboratoire pour ça, mais je ne voulais pas l'Institut Pasteur. Et c'est par là que j'avais connu le professeur Didier Raoult avant la Covid. Et à ce moment, on construisait l'IHU, l'Institut hospitalier universitaire de Marseille. Et moi, j'avais fait mon stage et puis j'étais retenu pour piloter les travaux. Donc c'est moi qui ai piloté les travaux sur la logistique, sur les recherches et développement, sur les génie biomédical. J'ai des photos de tout ça. Donc j'ai connu Didier Raoult avant. Parce que déjà dans le domaine, dans le milieu, on les connaissait. C'était parmi les 3 premiers au monde de la recherche des maladies infectieuses. Donc lorsqu'il dit qu'il est parmi les meilleurs, vraiment, c'est pas pour faire sa publicité, mais c'était parce que les gens qui sont dans le milieu le connaissent bien. Donc je travaille avec lui. Et voilà. Donc j'étais un peu complet dans mon domaine, dans la recherche. C'est ce qui a fait, parce que déjà au Congo, travailler aux côtés du professeur Mouyembe, qui est un bon, et puis même dans l'équipe de recherche du vaccin Ebola. Et puis en France, travailler aussi avec le professeur Didier Raoult. Ça n'a pas été facile, les amis, vous qui me regardez. Lorsque j'étais là-bas, vous savez, mes premiers mois, j'ai dormi à la Belle Étoile, et que les gens ne connaissaient pas. Parce que c'était un moment estival, et je n'avais pas d'appartement, mais je tenais fort à travailler avec Didier Raoult. Parce que je savais qu'après avoir travaillé avec lui, j'aurais, comme on dit, plus-value. Voilà, j'aurais des valeurs par rapport au métier. Parce que dans le domaine de la recherche scientifique, soit vous avez des grands diplômes, soit vous avez travaillé avec des grands. Et moi, je voulais vraiment travailler avec lui. Et comme j'étais né, mais je n'avais pas encore eu l'appartement, donc des fois je dormais à la Belle Étoile, dans les parcs. Et le matin, tu es au travail. Le matin, je suis au travail, mais j'avais mon sourire. Ouais, c'était vraiment difficile. Des fois, j'ai 100 €, je vais négocier dans un hôtel trop sale, comme ça, à la réception, pour me reposer. J'étais un peu hyper tendu, mais je tenais vraiment
Donc après 3 mois que j'avais un appart, c'était pas facile, les amis. Mais déjà, je m'étais dit, il faut que mon nom soit inscrit dans cet ANA, dans ces bâtiments, dans l'historique de cet édifice qui est l'IHU Marseille. Donc j'en suis fier aujourd'hui. L'année passée, j'étais parti, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais vu des vigiles quand je disais que non, c'était mon CV avec des collègues. J'étais fier de moi. Je me suis dit, mais quand même, il y a un Congolais voilà, qui a fait du bon boulot. Voilà. C'était comment travailler avec Didier Raoul? Didier Raoul, c'est quelqu'un qui est très discipliné. Quelqu'un qui est très discipliné. J'ai de bons souvenirs de lui parce que, en fait, il n'est pas raciste, selon moi. Je me dis qu'il est, bon, on l'appelle l'Africain parce qu'il est né au Sénégal. Il travaille souvent avec les étrangers. Ouais, il avait dit ça. Oui, avec les étrangers. Ça même sa force. Et il y avait beaucoup d'Africains, mais comme nous étions, moi j'étais vraiment à la direction parce que je dépendais de lui directement. Et le bon souvenir, c'est d'avoir participé dans ces réunions. C'est quelqu'un qui est très procédurier, il est trop dur dans le travail en fait. En fait, par exemple, chaque mercredi, on avait la réunion des COPIL, la réunion du comité de pilotage, où c'était comme la soutenance en fait. Hein? Je le voyais comme Kofi Olomide, donc il avait le fauteuil, et vous êtes comme des musiciens là, donc il vous appelle, c'est vrai, hein? Vous passez, vous expliquez vos projets. Moi c'était bien parce que c'était un peu l'esprit des challenges dans nos têtes, et puis on travaillait, on était comme des éternels étudiants en fait. Vous voyez, chacun dans son secteur, dans son domaine, donnait les rapports, faisait rapport en fait. Et moi ça faisait du bien parce que on ne faisait pas la routine. Donc quand tu passes la semaine, arrivé lundi au bureau, tu as déjà préparé ta réunion de COPIL pour le mercredi. Présenter qu'est-ce que tu as fait, que tu vas faire, et c'est comme ça. Donc, lorsqu'on travaillait sur l'IHU, et il a vu le rapport de tous les services. Vigile, plomberie, sécurité. C'est un côté positif parce que nous, par exemple en Afrique, lorsqu'on est directeur, on a seulement les rapports comme ça écrits, et puis même si on vous manque, on a posé 5 prises où on a acheté des équipements, vous ne n'avez pas connaissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de détournements. Mais lui, il avait la situation de tout, je vous dis, quand je dis tout et tout, donc tous les services. Et voilà. Donc il savait que dans telle salle, on a posé 2 prises, dans l'autre salle, on a monté 4 lampes. Voilà, donc il avait vraiment les rapports de tous les bâtiments, de tout ce qu'on faisait. Et c'est ce que j'ai retenu de lui. Et puis cet esprit-là d'être dur au travail. Donc quand je dis dur, parce qu'il voulait le meilleur de nous en fait. Voilà. Ah, ça c'est bien ça, super. Et c'est ce qui m'a enlevé aussi le complexe. Je me dis, et on travaillait avec ces grands comme Mouyembe, professeur Jean-Jacques Mouyembe, Didier Raoult. J'ai un peu cette fierté en moi. Ah, c'est bien. Pas en mal, mais tu vois, devant, parce que c'est pas facile, hein, nous sommes en Europe, nous sommes confrontés par beaucoup de choses, et voilà. Ça, je recommande aux gens qui me regardent, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Moi, je vous dis, je n'ai jamais été le premier de ma classe, moi. Moi, je vous dis, je n'ai jamais été parmi les 5 premiers. Quand je vous dis, il faut dire la vérité. Hein. Moi, j'ai resté la moyenne. Je n'étais pas parmi les premiers de la classe ou même les 5 premiers, ne me comptez pas. Mais je suis parmi les premiers en perspicacité, en résilience, en courage. Et c'est ce que je disais à mes amis. Ok? Ils disaient, vous étudiez, mais moi je serai le premier à être embauché. J'étais le premier à être embauché. Vous voyez? Donc quand j'étais venu ici pour travailler en Belgique, je disais à mes amis, on m'avait dit que je n'ai pas de travail, je vais travailler. Les jours qu'on m'avait retenu comme ingénieur en Belgique, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit à mes amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Donc moi je n'ai peur de rien. Parce que je me dis, on a le même diplôme, on a les mêmes compétences, et il faut toujours essayer. Il ne faut jamais baisser les bras. À la NASA, il y a des êtres humains. Il n'y a pas des extraterrestres. Si vous voulez travailler à la NASA, envoyez votre CV. Moi, aujourd'hui, je suis à la Commission européenne. Oui, justement, vous savez, parler, oui. Dis-nous un peu le parler. Le premier, à chaque fois quand je vais travailler ou dans des conférences, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, mais cette Commission européenne, je la voyais à la télé, à l'Euronews.
Mais comment je suis là? Des fois, je vois les présidents européens en train de défiler, moi, ça me dépasse. Un enfant de Kinshasa, un Quinois, qui a fait l'ISTA, faire la Sorbonne. J'ai un diplôme de la Sorbonne. Aussi, Ok, j'ai fait la Sorbonne. Donc, j'ai aujourd'hui 5 masters. J'ai fait ma thèse de doctorat. Vous voyez, j'ai fait l'école j'ai un MBA à SLSK Business School en logistique. Vous voyez, je suis heureux. Vous voyez, ce sont des universités que moi je voyais, j'entendais parler. C'était prestigieux pour moi, mais je me dis, je dois affronter. Il ne faut pas baisser les bras. Même si vous avez votre français là, voilà, il ne faut pas. L'intelligence, ce n'est pas la langue. Il faut aller. Moi, j'ai été sujet de moqueries. J'ai même un ami, paix à son âme, Jean Kouakou, lorsqu'on était à l'école des mines de Doux, ici en France, il s'était pendu. Parce qu'on s'est moqué de lui, on s'est moqué de nous. Voilà, il n'avait pas supporté. Des fois, on fait des devoirs, tout ça, des travaux en groupe, on se moque de nous. Voilà, lui, il n'avait pas supporté. Un jour, c'était pendu et voilà. Ça m'avait travaillé, je m'étais dit, je dois aller. Voilà. Même si on donne 16 aux autres, moi, on me donne 9, il n'y a pas de problème. Même si je prends cette année, je retenais 2 cours pour les achever ou le faire l'année prochaine. Pour ça, je recommande aux étudiants, il ne faut pas baisser les bras. Le monde est fait comme ça, donc voilà. On arrive bientôt à la fin. Moi, je bien, comme tu parles aux jeunes comme nous, j'aimerais bien que tu, de manière concrète, par exemple, là, tu es à la Commission européenne. Comment quelqu'un, un jeune qui a une licence ou un master, peut intégrer la... Est-ce que c'est possible déjà qu'il intègre? Et si oui, comment on peut intégrer une Commission européenne comme toi, tu l'as fait? Mais c'est facile, allez sur Google. Ok. Job, Union européenne. Okay. Vous serez dans les sites, vous allez voir les opportunités. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais tout est simple dans la vie, il faut toujours aller chercher l'information. Si vous voulez travailler à l'OMS, entrez dans les sites de l'OMS. Il y a quelque part, Job Opportunity, vous verrez. Vous entrez, vous regardez, vous envoyez votre CV. Si en 2025, on n'a pas retenu votre CV, peut-être en 2030, ça serait retenu. C'est vrai. Donc voilà, il ne faut pas toujours baisser les bras. C'est vrai. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas... Parce que, moi je dis aux jeunes, des fois on dit il faut être dans les loges, dans le... Non, ça ils sont n'importe quoi, c'est ça, il ne faut pas croire à ça. Ok? Donc avec Dieu, vous êtes croyant, vous vous dites que ça va aller, ça ira. Déjà vous avez votre diplôme, vous êtes... Voilà, allez dans des sites où vous voulez travailler à l'Union européenne, où vous voudriez, entrez dans les sites, regardez, et essayez d'envoyer le CV, faites une bonne lettre de motivation, essayez. Même si on ne le retient pas, dans les systèmes, déjà vous êtes là, vous allez essayer. Un jour peut-être ça peut tenir. Il ne faut pas baisser les bras parce que là-bas il faut avoir des pistons. Voilà. Pourquoi je suis là? Moi j'ai pas des cousins qui sont là-bas, mais voilà, j'ai essayé. Avec mon français tronqué. Je vais vous faire rire. Vous savez, quand j'étais à l'école d'ingénieur, ça c'est une leçon. J'avais mon esprit congolais. J'avais un ami Diallo qui est guinéen, que j'ai salué sur le regarde. Il parlait mal la langue française. Et moi, mon boulot, avec un ami ivoirien, on s'est moqué de lui. Il ne savait pas parler. Hein? Il parlait mal, vous voyez. L'accent, bon, je vais dire l'accent. Et vous savez, à la fin de l'année, il était le major de notre promo. Donc nous, on avait eu des 10 sur 20, 11 sur 20, mais lui, il avait fait 16, 17 sur 20. Le jour que je l'ai vu en train de faire les devoirs, d'écrire la langue française, j'ai compris que l'intelligence, c'est pas être un bon orateur, mais c'est dans le cortex, c'est dans la tête en fait. Et des fois, les Africains ou les francophones, on est complexé par rapport à ça. Hein? Vous allez voir, on met quelqu'un, ou bien on nomme quelqu'un ministre parce qu'il parle bien, il a cette exubérance de pouvoir manipuler la langue de Molière. C'est du n'importe qui, c'est n'importe quoi plutôt. C'est la tête en fait. Moi je vais vous dire une chose, vous savez que les grands génies, les grands scientifiques ne savent pas communiquer. Moi je travaille avec des grands chercheurs, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas communiquer.
Ils sont nuls en communication. Mais ils ont la tête. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas parce que vous êtes africain, vous êtes venu, vous ne croyez pas, mais il y a nos aînés qui étaient là. À l'UNESCO, nous avons eu des aînés qui ont été comme nous, qui sont venus comme vous et moi. Des immigrés, mais voilà. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours aller, il faut essayer. Aujourd'hui, peut-être vous êtes étudiant, demain vous serez directeur d'une grande structure ici, ou ministre, qui sais-je. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Avant-dernière question, je veux dire, pour moi, c'est... tu m'as dit que tu as eu plus de 4 masters, et tu as un MBA également. Pourquoi le MBA que tu as fait, tu considères que c'est parmi les diplômes qui t'ont apporté beaucoup de plus-value? Oui. Je n'avais pas répondu à la question sur Hippomam. Oui, c'est vrai, ça se relie un peu, je pense. Le MBA, monsieur, je dis c'est parmi les meilleurs diplômes à l'école parce que d'abord je l'avais fait au confinement. Lorsqu'il y avait confinement, je m'ennuyais un peu. Je m'étais dit, bon, je dois maximiser ces temps. Et je m'étais inscrit à l'école de commerce à Paris où j'ai fait le MBA. Mais j'ai découvert, en fait, j'étais plus scientifique que businessman. En fait, nous tous, nous avons des business en Afrique. Mais aujourd'hui, quand c'est les meilleurs diplômes, aujourd'hui, je ne mets pas l'argent en Afrique bêtement. Alors, pour mettre l'argent, parce qu'en fait, quand j'étais formé en Afrique, je ne savais pas ce que signifiait business plan, business model et tout ça. Aujourd'hui, pour faire un business en Afrique, je dois étudier tous les paramètres plutôt. Voilà, tous les paramètres possibles pour pouvoir monter un business en Afrique, en fait. Mais généralement, nous montons les business comme ça. Et puis, j'ai aussi cette notion de négociation. Aujourd'hui, je sais négocier parce qu'à un moment, lorsque on gravit les échelons, on doit savoir négocier des contrats, beaucoup de choses. Et puis j'ai ça, même la comptabilité. Je ne savais pas ce que signifiait crédit, débit, passif, actif. Donc, c'est un diplôme qui m'a ouvert la tête, en fait, qui m'a ouvert l'esprit dans d'autres horizons. Moi, je suis un peu transversal aujourd'hui, où je peux négocier avec tout le monde. Je vais vous donner l'anecdote. Il y a 5 ans passés, j'étais avec un ministre congolais en Suisse. On était partis. Et on avait fait plus de 6 heures du temps devant les partenaires, devant les autorités suisses, où le ministre en question ne savait pas négocier. Voilà, ce diplôme m'a aidé de savoir négocier. On nous a posé la question. Et c'était, je vais dire, une belle négociation. Les partenaires nous ont posé la question. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Bon, les ministres, comme tout Congolais, tout Africain, nous voulons que vous puissiez nous aider à développer nos structures et tout ça. Les partenaires ont répondu, mais nous aidons toujours l'Afrique. Qu'est-ce que voilà, ça nous avait pris. Et puis, il nous restait 3 minutes. J'ai réfléchi, maintenant c'est, comme j'ai dit, c'est le PM qui m'a aidé. Je me suis levé, j'ai dit, ne partez pas, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des compétences et des connaissances. Vous êtes fort en médecine moderne et nous sommes forts en médecine infectieuse et tropicale. Nous avons des pathologies comme Ebola, paludisme, malaria, variole, tout ça. Et vous avez des pathologies comme les cancers, l'Alzheimer, des comme ça. Alors, lorsque vous irez, parce qu'on avait la Covid ici, vous avez eu du mal à vous en sortir. Alors qu'en Afrique... Mais en Afrique, on s'est en sorti. Pourquoi partir? Parce qu'on est habitué. Donc, nous, on peut étudier votre technologie, votre médecine, et vous en faites aussi à nos connaissances chez nous. Donc, nous vous permettrons de faire les stages chez nous, et nous en ferons aussi de même. Oui, ils étaient contents, ils étaient émerveillés, ils ont ouvert les yeux. Ils ont dit, mais c'est ça qu'on attendait de vous. J'ai dit, ok, donc vous allez venir avec votre technologie, et nous allons venir avec nos compétences, notre connaissance. Donc, déjà, vous avez des départements qui traitent des maladies infectieuses et tropicales, ces départements ont besoin de chercheurs chevronnés, comme chez nous, parce que nous avons des cas, par exemple chez nous, au Congo, outre que nous avons ces maladies infectieuses, nous sommes un pays en guerre. Nous avons des blessés, nous avons des gens qui sont extropiés, nous avons des problèmes orthopédiques, ok, qu'on peut vous aider, parce que vous êtes ici, vous ne connaissez pas la guerre. Alors, vos chirurgiens peuvent venir faire leur stage chez nous, à l'hôpital de Kakokolo.
à Makelekele, à Poto, à tout ça. Nous avons des cas par rapport à notre démographie. Mais vous n'avez pas beaucoup de cas. Ils étaient contents, on est content plutôt. On a signé le protocole d'accord. Vous voyez que ces diplômes-là m'ont aidé à ne pas seulement être dans la coquille du chercheur ou du scientifique, mais être un peu soft. Voilà. Alors pour finir à Ipoma, j'avais dit, c'est 3. Donc il y a l'association. Nous sommes basés en France, en Belgique, en Suisse, en Angola, en Afrique du Sud et puis au Congo-Brazzaville. Ça, c'est l'association Ipoma. La fondation, c'est la structure qui fédère, une structure fédératrice qui fédère toutes les associations. La fondation Ipoma garde la philosophie de moi qui suis les géniteurs de ces projets-là. Parce que généralement, les associations, lorsqu'elles sont dans certains pays, où voilà, des fois les présidents qui sont dans ces pays oublient la philosophie. Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on veille toujours par rapport à nos valeurs, valeurs de la paix, du développement durable, social et tout ça. Et puis nous faisons le fundraising par rapport pour financer les projets des associations. Et les holdings, c'est les petits business qu'on crée parce que j'ai été un peu révolté. À chaque fois que je monte des projets, je ne suis pas financé. Et qu'est-ce que je fais? Notre société cherche les sous, donc on finance les 30% de nos bénéfices à la fondation et la fondation, son tour, finance les projets des associations Ipoma. Donc notre source de revenus, ce sont des subventions, des dons, mais ce sont des activités. Nous avons des champs à Maluku où nous avons des champs de maïs, de pondu, comme on dit, faire des manioc et tout ça. Donc, nous avons un business model un peu particulier, en fait. Donc, on n'attend pas qu'on puisse nous subventionner, mais nous-mêmes, on crée de la valeur, en fait. Donc, voilà. Donc, nous travaillons sur comme développement durable. Nous avons le pôle logistique, où nous envoyons des équipements biomédicaux dans les hôpitaux gratuitement. Nous avons les pôles formation, où nous formons les fonctionnaires venant des pays en voie de développement gratuitement ici en Europe. Donc depuis 2022, nous avons commencé à former, j'ai formé des médecins, des policiers qui viendront d'ici là, des enseignants, dans tous les corps de métier. Hein? Donc on essaie de former pour favoriser la bonne gouvernance. Parce qu'on s'est dit qu'en Afrique, il y a la conclusion, il y a le népotisme, il y a le détournement, tout ça, mais c'est le problème de l'homme, de l'homme congolais. Donc, nous essayons de former, par exemple, depuis qu'on a commencé à former les enseignants ici, dans ces universités, il n'y a pas vraiment la corruption. Parce que des fois, ces gens-là ne voyagent pas. Moi-même, j'étais fonctionnaire. Vous savez, même si un fonctionnaire n'est pas rémunéré, mais lorsqu'il monte en avion, il vient à Paris, il voit les Champs-Élysées, il voit la Tour Eiffel, voilà. Par exemple, mes fonctionnaires ont des visas de 5 ans, ils viennent comme ils veulent. Donc voilà, ils sont maintenant trop chargés par leur travail, par leur collaboration avec certaines universités, que de chercher la corruption. Et voilà. Et les troisième volets, c'est les volets sociaux. Les volets sociaux, nous on dit, on n'aide pas, mais on appuie en fait. Nous luttons contre la mendicité des personnes vivant avec handicap. Parce que moi, Samedi, quand je vais à Brazzaville, je vois des mendiants, Bichingobila, tout ça, des mendiants en train de mendier, de demander de l'argent. Ce sont des ressources qu'on peut former. Donc, nous formons, par exemple à Kinshasa, nous formons des personnes vivant avec handicap, même à Luanda, on l'a fait, nous formons des personnes avec handicap, en fait que ces dernières puissent être utiles dans la société. Elles sont formées, parce que moi, quand je disais, j'étais chercheur, expert assesseur de l'Afrique australe, de SADCAS, l'organisme de la SADC, auquel j'étais parti au Botswana. Au Botswana, j'avais vu que des personnes vivant avec handicap à mobilité réduite étaient formées, c'était des riches en fait. Parce qu'on octroyait des crédits agricoles. Et il y avait des crédits. Alors nous avons des terres arables dans notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas créer un système ou monter des projets pour octroyer des crédits, 1 hectare par handicapé, comme on le dit, personnes vivant avec handicap, pour créer de la valeur. Pour les mendier, de faire tout ça. Ce sont des personnes qui ont des capacités négligées. Donc nous avons commencé à faire ça. Et puis le dernier pôle, c'est le pôle santé. Le pôle santé où nous favorisons des projets sur des maladies infectieuses et tropicales. Et puis nous cherchons des bourses pour les jeunes médecins. Déjà, je vais signer des partenariats la semaine prochaine avec
avec l'hôpital Paul Brousse ici, Ok. pour favoriser des stages, Ok. des immersions, des cours pour les infirmiers, Ok. de médecins, de la RDC, même les Congo-Brazzaville. Ok. Et voilà ce que nous faisons. Ok. Voilà. Juste un dernier point du coup pour finir. Donc on a vu vraiment fait beaucoup de choses. Je pense que pour rejoindre l'association, c'est très simple sur le site internet. J'ai vu qu'on peut vous contacter, devenir partenaire ou même devenir membre actif. Donc n'hésitez pas, en tout cas vous qui nous suivez, si vous soyez à Kinshasa, à Luanda, à Brazzaville, même ailleurs, n'hésitez pas en tout cas à contribuer. Franchement, c'est une œuvre qui est noble, qui permet de pouvoir accompagner les personnes de la mobilité réduite et même les personnes qui sont complètement valides. Donc n'hésitez pas. Moi là, souvent la question que je pose à la fin, j'avais posé à Sarah justement qui était là, qui est une jeune que vous connaissez également. Sarah, franchement, elle m'impacte de Notre fierté. Ouais, elle m'impacte de manière positive. Elle est trop forte, comme on dit quelque part. Quel conseil pourrait donner à un jeune qui nous a suivis là, qui est à Kinshasa, qui est même en Europe, qui se dit bah voilà, la vie est comme elle est, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas beaucoup de chances. Quel conseil tu peux lui donner? D'abord, il faut rectifier. La vie a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. Ok. Ça dépend de vous. Parce que les gens qui ont créé Facebook, Google et tout ça, ne sont pas des grands savants. Moi, je les appelle, ils sont des génies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'universités, beaucoup d'études, mais ce sont des gens qui ont créé de la valeur aujourd'hui. Beaucoup de professeurs travaillent. Il ne faut pas baisser les bras, même si vous n'avez pas des moyens, mais il faut aimer ce que vous faites. Ok? Moi, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas été scolarisés, mais qui sont là, qui ont créé des grandes structures. Moi, j'ai un ami qui a un CAP pêche, mais il est français, il a 9 usines aujourd'hui. Wow. Donc voilà, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas vous dire parce que je suis africain, ça ne peut pas aller. Nous avons connu nos aînés qui étaient là. Moi, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Bernard Tapie. Parce que j'écoute des fois comment son parcours, comment il était, ça m'inspire aussi. Voilà, il ne faut pas baisser les bras. Vous qui êtes en Afrique, vous pouvez venir travailler dans des grands laboratoires, même monter des structures ici. Il ne faut pas qu'on puisse vous décourager parce que ça ne va pas tenir, parce que vous êtes africain. Ou... Non, moi je crois que ça peut aller. Si ça va pour un Mexicain, si ça va pour un Chilien, et pourquoi pas pour un Congolais, pourquoi pas pour un Burkinabé, pourquoi pas pour un Sénégalais, un Angolais. Donc pour vous dire que ça peut aller, je sais qu'il y a beaucoup de barrières. Là, je le sais, mais il faut toujours franchir ces barrières. Il ne faut jamais baisser les bras. Okay. Au lieu d'être dans le milieu, vous pouvez vous inscrire pour une formation, ça pourrait vous être utile dans le futur. C'est comme moi, de temps en temps, lorsque je n'ai rien à faire, je m'inscris dans des formations pour avoir des compétences. Je préfère m'investir dans ma tête que de m'investir à autre chose. Je sais que ces côtés congolais là, ces côtés bling bling, ces côtés ça peut pour jamais. Mais moi je me dis, il faut s'investir à l'homme ou sur l'homme. Parce que lorsqu'on s'investit sur les compétences ne pourrissent jamais. L'intelligence ne peut pas pourrir. Il ne vous faut pas beaucoup de diplômes, mais il faut aimer ce que vous faites en fait. Si vous voulez l'entrepreneuriat, essayez de vous investir pour connaître votre boulot ou le meilleur de ce boulot, de l'entrepreneuriat, ça peut aller. Mais ne baissez pas les bras. Il ne faut pas... Et puis le dernier conseil aussi, il ne faut pas aller à Libye, tout ça, aller mourir... c'est vrai qu'il y a beaucoup qui traversent. Vous traversez, non. Même au pays, vous pouvez exceller. Il suffit de faire des choses, comme je vous ai dit, faire des business plans. Par exemple, nous qui sommes au Congo, nous avons des champs. Vous pouvez commencer par la pisciculture, vous pouvez commencer par l'agriculture. Ça peut aller, ça peut tenir. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Dada Stone. J'espère vraiment que ça va faire du bien à vous qui nous avez suivis. Moi-même, franchement, j'ai été inspiré. J'aime dire à ma femme, c'est sûr que peut-être que l'année prochaine, il faut penser que je fasse un MBA. C'est sûr, parce que moi je suis ingénieur de formation, mais je me dis je suis trop technique, trop dans la tech. Il faut faire ça. Et peut-être que ça serait bien que je fasse quelque chose. Tous les ingénieurs, maintenant, la plupart des ingénieurs le font. Je me suis dit, c'est sûr que je vais me lancer déjà l'année prochaine, le temps de mettre tout en place. Mais en tout cas, vous m'avez déjà beaucoup inspiré. J'espère que ça va inspirer énormément de personnes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Yes.